Chers amateurs de sensations fortes, je souhaitais vous exposer aujourd'hui deux films, à mon avis intéressants et très sulfureux, dans la continuité de ma série sur René Château, qui a rencontré, disons, un certain engouement, et je remercie toutes les personnes qui ont été intéressées par le sujet, les petits messages de soutien que j'ai eus, des questions aussi. Alors, je ne peux pas répondre à toutes les personnes qui souhaitent avoir un inventaire de leur collection VHS. Vous le comprendrez, je l'espère. Mais l'important est de partager avec vous une certaine idée du cinéma et notamment montrer que dans ces films d'horreur, il y a souvent des dimensions cachées ou quelques éléments qui peuvent être relevés et qui méritent l'attention, compte tenu du fait que dans le cinéma contemporain de ces récentes années, vous avez un cinéma de plus en plus lisse et mièvre et fade, phagocyté par Walt Disney. Il suffit de voir ce qu'est devenu la dernière trilogie Star Wars, qui est vraiment d'une mièvrerie et d'une ineptie par rapport à ce qui a précédé, complètement invraisemblable. Alors, dans ma vidéo sur VHS, sur les VHS René Château, je vous parlais de Texas Massacre à tronçonneuse, dont je vous remonte vite fait la couverture VHS. Alors, ce qui a fait le succès de ce film, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est surtout une horreur suggestive plutôt que démonstrative. En effet, Tobe Hooper a développé dans ce film, à part quelques images un peu trash, où le cadavre du début, les os suspendus, et puis on voit une découpe, une personne coupée en deux à un moment donné, une jeune fille, je crois, mais sans vraiment le voir. On voit juste le résultat, disons, on voit qu'elle a des tremblements et qu'elle tombe. Et puis le repas avec les restes humains sur la table. Donc, mis à part quelques images un peu éparses, un peu trash, le reste du film est très suggestif en fait, et l'horreur se tient dans cette famille cannibale qui attrape des gens pour les dévorer. Et vous avez Leatherface avec sa tronçonneuse, le personnage charismatique de cette famille, on va dire très dysfonctionnelle. Mais l'horreur, elle est suggestive, elle est dans les images sales. Et l'imaginaire collectif a été fortement impacté par ce film parce que justement, c'est dans la suggestion, on imagine pire que ce qu'on voit finalement. Notamment, vous avez un grain sale et gris proche du noir et blanc. Dans ce film, une ambiance apocalyptique de fin du monde, une métaphore filmique de la folie par les images et une technique de réalisation qui a montré à merveille la folie de cette famille. Une folie sans détour, abyssale, absurde et grotesque dans son dessin. Et on voit d'ailleurs cette folie, elle est magnifiée à la fin du film par cette séquence incroyable de Leatherface qui fait tournoyer sa tronçonneuse dans tous les sens, comme ça, en décrivant des arcs de cercle. Et ça, c'est là vraiment une dimension apocalyptique dans ce film. On atteint là le génie cinématographique de Tobe Hooper. Et vous vous doutez bien que des films comme celui-là ont donné des envies à d'autres et des petits avatars, parfois bien sympathiques également. Et vous avez par exemple ce film-là, le premier que je voulais vous montrer dans cette série, c'est un film qui s'appelle pas du tout Maniac, et ni Le Maniac, comme ça. Voilà, je vous montre le verso.
Il s'agit en réalité du sadique à la tronçonneuse, le sadique à la tronçonneuse. Un film de, je regarde mes notes parce que sinon je ne me rappelle jamais, de Juan Piquer Simon en 1982. Donc pourquoi ce genre de détournement entre parenthèses sur les films? Eh bien tout simplement parce que c'était du pur marketing. Donc il y avait dans les revues Mad Movies de quand j'étais garçonnet et ensuite adolescent, une section qui s'appelait les Flying Jackets, puisqu'il y avait déjà dans l'exploitation en vidéo, en VHS, un grand nombre de films qui étaient ressortis avec un autre titre, ce qui est le cas là, puisque Maniac, donc ça n'a rien à voir bien évidemment avec le Maniac de William Lustig, dont je vous ai parlé précédemment. Il y avait un marketing parfois complètement à côté de la plaque, ce qui est le cas ici. Alors déjà, le titre ne correspond en rien au vrai titre. Donc en anglais, c'était Pieces. Donc s'ils avaient traduit littéralement, ça aurait été morceaux ou pièces, pièces détachées, morceaux de corps. Et l'image, l'espèce de bonhomme avec sa grosse hache, gros bonhomme avec une grosse hache, ne correspond en rien non plus à ce qu'on peut voir dans le film, si ce n'est un personnage du jardinier qui, on le sent très vite au début du film, est juste là pour détourner l'attention. Et puis alors, les affres du marketing, ça a toujours existé, il y avait cette phrase ridicule au possible, et pourtant il était si gentil, ah là là, qui est bien entendu complètement hors sujet par rapport à ce film. Donc, Le Sadique à la tronçonneuse, un film bien trash, bien sulfureux, bien politiquement incorrect, bien gore. Et oui, et donc pourquoi je vous fais une comparaison avec Massacre à la tronçonneuse? C'est parce que dans ce film, Le Sadique à la tronçonneuse, vous pouvez voir tout ce que ne montre pas Tom Hopper, et vice-versa. C'est-à-dire que là, vous avez un déchaînement de gore, de têtes coupées, de corps tronçonnés, des bains de sang, des morceaux partout, des femmes qui hurlent, et des plans invraisemblables avec des découpes à la tronçonneuse, de têtes, de bras, de jambes, de moitié de corps. Enfin, c'est vraiment incroyable ce que l'on peut voir dans ce film, avec des effets spéciaux très très bon pour un film de 1982. Donc, dans ce sadique à la tronçonneuse, vous avez un campus universitaire et puis vous avez un mystérieux tueur et puis vous allez bien évidemment découvrir qui est le tueur et pourquoi. Donc le pourquoi, c'est au début du film où on voit une scène incroyablement trash qu'aujourd'hui, qui serait censuré même dans les ultra-movies du festival du NIF, je pense. Et vous avez ce jeune garçon qui joue avec un puzzle érotique où il y a une femme dénudée et la mère arrive et elle commence à le maltraiter, à lui dire combien c'est mal et elle commence à sombrer dans la violence. Et vous voyez le jeune garçon qui s'en va et puis il revient avec une hache et il dégomme sa mère à coups de hache. Et vous avez une scène incroyable, vous pouvez la voir sur YouTube pardon, d'ailleurs, une scène gore incroyable. Alors entre parenthèses, le gore n'est pas un genre de film, je tiens à le dire. Le gore, c'est purement descriptif, n'est-ce pas? Vous avez des films d'horreur dans lesquels vous pouvez voir des scènes éventuellement bien trash, gore. Ce qui est le cas de ce film, Le Sadique à la tronçonneuse. Donc tout ce que vous ne voyez pas dans Massacre à la tronçonneuse, vous le voyez dans Le Sadique à la tronçonneuse, qui est une sorte de petit avatar bien trash. Et vous avez cette métaphore de la morcellisation des corps avec ce tueur mystérieux qui reconstitue. Donc évidemment, on devine que le jeune garçon, devenant adulte, devient le sadique à la tronçonneuse.
il déplace des morceaux, il essaye de reconstituer cette femme dénudée qui est donc en puzzle. Et il est évident qu'il est plus simple de manier des morceaux de corps et d'essayer de les déplacer et de les utiliser, un peu comme les images internet, si vous voulez, avec des belles demoiselles dénudées. C'est beaucoup plus facile de les voir et de les manipuler de cette manière que d'interagir avec une vraie personne. C'est un peu, si vous voulez, le pendant freudien de ce film, avec évidemment la mère violente et castratrice qui engendre un traumatisme tel. Alors évidemment, ce film est très artisanal, très bricolé, avec une enquête policière digne d'une série à la Derrick ou à l'inspecteur Barnaby, c'est-à-dire un premier degré, presque un zéro degré littéral, où les protagonistes de l'enquête sont vraiment mais des pieds nickelés. Ils sont complètement perdus, alors ils sollicitent le jeune homme, le beau parleur de l'école qui séduit toutes les filles, qui va aider la police. L'inspecteur qui fait l'enquête va demander de l'aide aussi à disons une auxiliaire policière qui va jouer le rôle de la prof de tennis. Enfin, vous avez des séquences invraisemblables, comme ça, cocasses, et entrecoupées de scènes complètement gore, délirantes, comme je vous le disais, avec cette tronçonneuse qui... c'est du splatter, on va dire. Et donc, et effectivement, dans ce film, vous avez des images bien trash. Alors, vous avez aussi ce tueur, ce sadique à la tronçonneuse qui, certes, utilise le puzzle, mais aussi des morceaux de corps. Alors, il découpe ses victimes et il prend certains morceaux et il fait une espèce de en plus ou moins recomposition abstraite. Enfin, c'est un peu suggéré dans le film, dans une espèce de frigo mystérieux. D'ailleurs, on ne sait pas trop où il est ce frigo dans le film. Enfin, ça fait partie un peu des absurdités ou des invraisemblances. C'est-à-dire que dans ce film, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est plus défoulatoire. Alors si vous cherchez des cohérences et des enchaînements logiques entre certaines scènes, vous allez vite vous perdre, même si le film est très clair. Hein. C'est pas du David Lynch. Je veux dire, c'est très linéaire. Il n'y a pas besoin d'avoir une maîtrise, un doctorat pour comprendre le film, mais il faut vraiment prendre les absurdités scénaristiques comme une espèce de pantalonnade. Et donc, dans ce film, vous avez la scène finale du cadavre aussi, d'un des cadavres de la jeune fille qui va agripper les attributs virils du jeune garçon qui est du playboy qui séduit toutes les filles du campus. Donc, on voit aussi que le réalisateur privilégie aussi une sorte d'humour et peut-être de jalousie envers ce genre de garçon qui existe. Et donc voilà, le tueur, le sadique à la tronçonneuse, un film bien défoulatoire, bien trash, que je vous recommande. Alors, cette édition qui s'appelle Maniac est très mauvaise en termes de qualité. Ça arrive, là c'est la vérité, c'est une espèce de sous-label qui faisait des rééditions justement où il transformait tout, le titre, l'affiche du film qui évidemment n'a rien à voir avec ça, avec des slogans complètement débiles et hors sujet. Mais vous avez eu des rééditions en DVD où là vous aurez une excellente image. Je vous renvoie à Internet pour ça. Et comme vous le savez, j'aime bien parler de musique de film. C'est quand même ma passion première avec le cinéma. Donc pour Pieces, le titre en anglais de ce film, Le sadique à la tronçonneuse, il y a eu notamment des éditions vinyles. Vous pouvez les voir sur Discog. Donc la musique du film est très bonne, mais c'est un assemblage de musique de film de Stelvio Cipriani et de Carlo Maria Cordio. Donc Stelvio Cipriani a fait une très vaste discographie en musique de film, films d'épouvante, films d'horreur principalement. Très bon compositeur, très mélodique, assez accessible. Et Carlo Maria Cordio est moins connu, il a fait notamment Absurde,
qui est aussi Rosso Sangue en italien, qui est ressorti aussi en vinyle. Donc ce Pieces, le sadique à la tronçonneuse, nous montre, il y a dans ce film une musique qui est une compilation notamment de ces deux compositeurs et quelques autres de morceaux. Donc c'est typiquement années 80, un peu rigolo. Il y a aussi voilà, des séquences comme ça très... de la musique typiquement années 80 en fait. Voilà. Alors, le point commun qu'il y a avec le deuxième film que je voulais vous montrer, alors là aussi on va loin dans l'apothéose du film bien barge et bien gore et bien trash, c'est l'incroyable Cauchemar à Daytona Beach. Voilà, chez Sunset Video, un très beau label de VHS dans les années 80. Alors, Cauchemar à Daytona Beach. Alors, vous avez aussi là aussi du marketing moins appuyé et moins révisionniste que pour le sadique à la tronçonneuse, mais vous avez quand même une appellation totalement aussi hors sujet en grande partie. Donc il torture, non, il ne torture pas, c'est hors sujet. Il tue, oui, certes. Bon, c'est un peu inutile de le noter, puisque les gens qui vont voir l'affiche du film vont bien se douter qu'ils ne vont pas voir un remake ou un film parallèle de Love Story. Hein. Et il souille, alors ça aussi c'est hors sujet, parce que la connotation souillée fait penser à de la théologie, et on est vraiment à des années-lumière de ça. Donc, mis à part ce slogan racoleur, Cauchemar à Daytona Beach, un film de Romano Scavolini en 1981. Alors là, vous avez aussi un psycho-killer. Donc, vous savez, moi, j'appelle ces films-là des films où il y a un tueur avec des motifs, disons, sentimentaux, revanchards, ou bien surtout dus à des traumatismes. Un psycho-killer, c'est comme ça qu'on appelait ce genre de film de mon temps, dans les Mad Movies, et oui, et non pas des slashers. Ça ne veut rien dire, le slasher. C'est comme ça. Bon. Alors, Cauchemar à Daytona Beach, un film bien barjot. Vous avez l'histoire, voici le verso. Un film bien gore, bien trash. Vous avez l'histoire de notre ami George Tatum. George Tatum, qui est lui aussi, comme dans le sadique à la tronçonneuse, au départ un petit garçon traumatisé par, là en l'occurrence par son père, qui est, disons, dans une scène très sensuelle avec une dame, une scène un peu à la Nuance de Grey, voyez, mais en plus trash que dans les Nuances de Grey. Les Nuances de Grey, c'est un peu à l'eau de rose, voyez, tandis que là, c'est beaucoup plus sérieux. Et vous avez ce qu'on appelle en psychanalyse la scène primitive. Vous avez donc un garçon qui va assister, malheureusement, à cette scène, disons, très sensuelle entre son père et une maîtresse. Et évidemment, ça va le tournebouler. Et là, on va voir une scène bien trash, comme dans le sadique à la tronçonneuse. C'est-à-dire que, sauf que dans le sadique à la tronçonneuse, elle est révélée en début de film, et dans Cauchemar à Daytona Beach, c'est tout au long du film. C'est-à-dire, le garçon va aussi venir avec une hache et il va découper, massacrer cette pauvre demoiselle et faire intrusion dans la scène primitive. Donc, entre parenthèses, en psychologie, en psychanalyse, la scène primitive, c'est une scène qui est fantasmée avant tout. Ce n'est pas le jeune garçon ou la jeune fille qui va assister aux ébats de ses parents, mais qui va plutôt l'imaginer, le fantasmer. Sauf que comme dans ces films-là, il y a toutes les transgressions, eh bien, évidemment, vous avez ce jeune garçon qui assiste à cette scène et il va venir avec une hache et
on assiste à une scène très trash où cette brave dame se fait couper la tête et découper à la hache, et le père est complètement tétanisé, et d'ailleurs il lui-même va y passer aussi, tant qu'à faire on y va, on liquide tout le monde. Donc notre George Tatum va finir à l'asile psychiatrique, et il y a des psys qui vont le soigner. Alors là, on a un aspect très cocasse avec des drogues expérimentales pour essayer de soigner le patient qui, ensuite, après cette séquence introductive, qui sera révélée tout au long du film dans son entièreté, on voit donc George Tatum adulte qui souffre énormément de ce traumatisme, et alors il est soigné par des psys. Alors là, c'est vraiment des psys de pacotille avec des théories fumeuses. En même temps, on peut pas tellement se moquer parce que sur le fond, c'est essayer de trouver des solutions pour aider des gens. On va dire c'est ça la base. Ok, ensuite c'est l'errance théorique et l'errance de la pratique. Alors là, vous avez un océan de théories. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus. Donc, en gros, ces psys qui s'occupent de notre George Tatum vont utiliser des drogues expérimentales qui vont le guérir d'un coup, c'est magnifique. C'est déjà Big Pharma à l'époque, enfin bon. Et le patient, il est guéri, voilà. Donc il est libéré. Alors que c'est l'aspect involontairement comique du film, ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'il est tout sauf guéri, et donc notre George Tatum va faire une espèce une errance où il va dégommer un peu tout ce qui bouge, y compris un enfant, enfin un film avec... alors un film qui prend son temps, qui expose les choses, si vous voulez, un film qui... je vois des fois des forums de jeunes gens qui critiquent ces films en disant c'est trop lent, il n'y a pas assez de gens qui sont dégommés, on s'ennuie, mais ils passent complètement à côté de la dimension allégorique et métaphorique de ces films. Ce n'est pas Fast and Furious, ce n'est pas la boîte de nuit avec des stroboscopes, parce que sinon les gens s'endorment au risque de soliloquer un peu sur ce thème, n'est-ce pas? Mais j'aime bien me moquer de ça. Donc notre George Tatum va faire un espèce de parcours, et il va remonter vers son enfance et vers la maison, une maison occupée par une femme et des enfants, et il crée un espèce de lien avec cet enfant, et en même temps tout ça va finir évidemment en massacre, hein, c'est le but de ce genre de film, avec un petit clin d'œil à la fin bien sympathique du jeune garçon qui sera le seul rescapé, et qui fait un petit clin d'œil à la fin pour dire que c'est lui qui prendra le relais, évidemment. Alors ça, c'est très courant dans ce genre de film, des traumatismes qui se répètent de génération en génération. Donc, pour tout cela, pour vous dire que c'est très psychologique, c'est très freudien, ces films. Donc, voilà, vous avez dans ces films-là le point commun des parents. Alors, c'est dur d'être parent, j'entends bien, ce n'est pas facile. Moi-même, je suis père de ma fille et je l'aime beaucoup. Donc, mais nous sommes imparfaits, nous, pauvres parents, nous sommes démunis. Et ces films-là, c'est aussi une allégorie complètement outrée, exagérée de ce côté démuni des parents, et parfois des erreurs qu'ils peuvent commettre. Alors bien évidemment, tout est fortement exagéré, mais parfois il y a des correspondances dans la réalité, c'est-à-dire des traumatismes, des comportements qui engendrent des souffrances folles, des souffrances extrêmes et des comportements extrêmes. Voilà pour ces deux films bien trash que je vous recommande, Le sadique à la tronçonneuse et Cauchemar à Daytona Beach. Voilà, et je vous dis à bientôt pour la suite. Merci beaucoup.